La crise des années 30, par son ampleur et sa durée, amena différentes réactions de la part des États contraints de mettre en place des politiques économiques pour essayer d'y faire face. Les réponses furent diverses sur le plan national et les politiques différentes face à cette crise. Dans un premier temps, les réponses libérales classiques dominèrent. Le libéralisme est en effet une politique économique qui s'était imposée dans les pays industrialisés comme le mode de gestion dominant des économies par les États. Il s'agit d'une théorie économique née à la fin du XVIIIe siècle qui affirme que le développement économique repose sur la liberté d'entreprendre. La théorie libérale, élaborée notamment par des penseurs britanniques comme Adam Smith ou David Ricardo à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, prétend que l'économie s'autorégule grâce à la loi du marché, le rapport entre l'offre et la demande, ce qu'Adam Smith appelait la main invisible. En ce sens, les libéraux conçoivent que l'État doit limiter au maximum ses interventions économiques et sociales afin de garantir la liberté individuelle des entrepreneurs, seuls, d'après eux, aptes à amener à un développement croissant de l'économie. Les premières mesures économiques prises ainsi par les États visèrent à essayer de préserver l'équilibre budgétaire en maîtrisant les dépenses publiques. Ils voulurent ainsi relancer les exportations par la déflation, la baisse des prix et recréer des emplois en réduisant les salaires. Mais ces politiques se montrèrent assez rapidement inefficaces face à la crise aux États-Unis notamment. Les promoteurs de ces politiques libérales furent ainsi écartés progressivement du pouvoir au Japon, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France ou encore aux États-Unis. Et face aux échecs des réponses libérales, les États se tournèrent souvent vers les réponses préconisées par l'économiste britannique John Maynard Keynes. Le keynésianisme, contrairement à la théorie libérale classique, préconise un recours à l'État et à son intervention pour sortir de la crise et remplacer un cercle vicieux par un cercle vertueux. Keynes soutient ainsi une politique de la demande qui vise à résorber le chômage à travers des dépenses publiques qui sont réalisées soit vers des politiques de grands travaux, soit aussi vers des aides sociales. Alors certes, ces dépenses amènent à une augmentation des dépenses de l'État et donc à court terme à une augmentation du déficit budgétaire, mais à moyen terme, les keynésiens estiment que cette politique va permettre une relance qui va améliorer les finances publiques en augmentant les revenus des individus et donc en relançant la consommation. Et à travers cette relance de la consommation, cette politique permet donc d'augmenter finalement les recettes de l'État et de rétablir l'équilibre budgétaire. Cette politique est ainsi soutenue par le candidat démocrate Franklin Roosevelt lors des élections présidentielles de 1932 à travers le programme qu'il appelle le New Deal et qu'il propose aux Américains. Roosevelt l'emporte aisément face au sortant républicain Hoover et met en place les principes keynésiens à travers sa politique pour faire face à la crise. Il finance ainsi une politique de grands travaux qui amène l'État fédéral à dépenser 3 milliards de dollars pour construire à la fois des routes, des barrages hydroélectriques qui visent à améliorer l'équipement et les infrastructures américaines, mais aussi des écoles, des logements et des travaux de reboisement. Cela permet de relancer donc la consommation en luttant contre le chômage, en fournissant un travail à de nombreux Américains, mais aussi donc de mettre en valeur des territoires qui sont peu développés ou sinistrés. L'État intervient également en soutenant l'agriculture, très impactée par la crise à travers la baisse des prix agricoles, en faisant voter en 1933 l'Agricultural Adjustment Act, qui amène les agriculteurs endettés à s'engager à réduire leur production en les indemnisant, ce qui permet une baisse de l'offre de produits agricoles et donc à travers l'application de la loi de l'offre et de la demande qui permet de faire remonter les prix agricoles et donc d'augmenter les profits des agriculteurs, ce qui stabilise donc
leur situation économique. Sur le plan industriel, le New Deal fait voter en 1933 le National Industrial Recovery Act, qui fixe un salaire minimum, amenant là aussi une régulation économique mais aussi sociale de l'économie, et établit un code de bonne conduite des entreprises, à travers ce slogan « We do our part », qui montre un engagement finalement aux côtés du programme keynésien du New Deal, des industriels et des entrepreneurs derrière la politique de Roosevelt. Sur le plan social, le Social Security Act est voté en 1935 et cette politique institue donc une allocation chômage, un système de retraite également qui est généré par les États et financé par un impôt fédéral, ce qui va donc à l'encontre aussi du libéralisme traditionnel qui prône finalement une absence de protection sociale pour les ouvriers au nom de la liberté du marché du travail. Quoi qu'il en soit, l'application de ces mesures du New Deal vont assez rapidement porter leurs fruits puisque dès 1934, on constate une amélioration de la situation économique aux États-Unis, ce qui est encore plus visible en 1935. À cette date, la France est fortement impactée par la crise, une crise qui a été plus tardive en France, mais qui a été aussi plus durable et qui fait partie donc des enjeux politiques des élections de 1936, sur fond également de montée du fascisme, à travers notamment la crise du 6 mai 1934. Cela permet l'arrivée au pouvoir de la gauche, à travers donc cette coalition du Front populaire, qui rassemble à la fois les socialistes de la SFIO, les communistes et également les radicaux plus au centre. Et cette alliance permet donc l'arrivée à la tête du gouvernement en tant que président du Conseil du socialiste Léon Blum. La volonté de mettre en place une politique sociale à dimension keynésienne du nouveau gouvernement va être renforcée par la mobilisation ouvrière qui, à travers la victoire du Front populaire, voit l'occasion de se manifester à travers une grève générale qui sera à la fois massive et festive puisque les ouvriers, les ouvrières occupent les usines, les unités de production et vous voyez ici, qui opèrent notamment des balles populaires, le tout dans une bonne humeur compte tenu de l'idée que enfin la situation va s'améliorer et va changer pour eux. Alors pour mettre fin à cette mobilisation, le gouvernement va signer avec les syndicats les accords de Matignon qui donc mettent fin à la grève et vont également amener à l'élaboration d'une politique sociale par le gouvernement du Front populaire. Alors, cette politique sociale se signale par différents aspects, notamment la limitation du temps de travail. La semaine de travail passe alors de 48 heures à 40 heures légales. Les travailleurs vont également bénéficier d'une amélioration de leurs conditions de travail à travers l'élaboration pour la première fois donc dans la législation de congés payés obligatoires, 15 jours de congés payés qui sont donc donnés aux travailleurs et qui symbolisent à bien des égards cette politique sociale du Front populaire et qui vont amener à des départs massifs pour la première fois de nombreux Français à cette occasion. Alors cette politique sociale mène à des lectures différentes selon les idéologies. Une lecture libérale ici estime que finalement la diminution du temps de travail va impacter négativement l'économie et à travers cet impact négatif finalement avoir des conditions tout aussi négatives sur les conditions de vie et des ouvriers, ce qui n'est évidemment pas la lecture du monde syndical, notamment de la CGT, qui estime au contraire que ce sont les longues journées qui impactent négativement les conditions de vie des ouvriers. Dans les régimes autoritaires, dont certains s'imposèrent à l'occasion de cette crise, le recours à l'État fut également perçu comme un moyen de sortir de la crise. Et il s'imposa à travers la mise en place d'un dirigisme économique que l'on peut
voir se mettre en place, par exemple, dans l'Allemagne nazie, à travers une alliance entre les grands industriels et l'État, qui permet notamment d'élaborer la Volkswagen, la voiture du peuple. Cette politique se manifeste aussi par des grands travaux, comme ici en Italie, où Mussolini est mis en scène à travers la valorisation de terres marécageuses. L'Italie et surtout l'Allemagne comptent également relancer l'activité économique à travers l'évolution de leurs dépenses militaires. Alors qu'ils soient démocratiques ou non, les États eurent tendance à privilégier des solutions nationales pour sortir de la crise. Et nous allons donc le voir, ces solutions nationales ont amené à une absence de coopération internationale. Alors pourtant, des initiatives ont été prises, comme en juillet 1933, la réunion à Londres, donc de 66 pays qui se retrouvèrent dans la capitale britannique pour essayer de trouver une solution concertée face à la crise. Mais cette conférence fut un échec, chaque État cherchant à y défendre des solutions privilégiant ses propres intérêts, à l'image de Roosevelt qui refuse toute coopération monétaire à un moment où les États-Unis ont mis en place des pratiques protectionnistes qui limitent les importations par des tarifs douaniers prohibitifs, et Roosevelt n'est pas revenu sur ces politiques instituées par son prédécesseur. Ces politiques ont pour conséquence un effondrement du commerce international dont nous avons pu voir qu'il avait contribué finalement à la propagation de la crise à travers le monde entier. Même au Royaume-Uni, le libre-échange fut abandonné en faveur d'un repli sur le commerce avec l'empire colonial. Dans les pays d'Amérique latine, face à l'échec des modèles de développement fondés sur les exportations, les dirigeants populistes cherchèrent à industrialiser leur pays pour réduire les importations. L'Italie fasciste et l'Allemagne nazie recherchèrent quant à eux l'autarcie, c'est-à-dire une politique économique visant l'autosuffisance. Ils tentèrent ainsi de remplacer les importations par une production nationale et par des accords de troc avec les pays d'Europe centrale qui furent notamment leurs alliés. Au Japon, cette volonté de relancer l'économie par l'autosuffisance amena à une relance de la politique expansionniste du pays afin de se procurer les ressources primaires dont le Japon manquait sur son territoire.